Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, petite hors-série un peu spéciale, on va s'attarder sur le Group of Five et avec moi, j'ai Maxence. Salut Maxence. Bonjour Baptiste, bonjour tout le monde. Très content d'être ici aujourd'hui présent pour cet épisode. On va vraiment parler de ce dont on ne parle pas tout le temps. Tout à Euh, fait, tout à fait, tout à fait. Et puis moi, j'aime bien ça en plus. Maxence, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter un peu. Alors, tu as fait quelques previews pour The Trick Play à ouais. l'intersaison et on t'en remercie bien évidemment. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui n'ont pas écouté les previews? On ne vous en veut pas, vous inquiétez pas. Bah, voilà, moi c'est Maxence. Donc effectivement, j'avais fait les previews de 4 équipes de Group of Five justement, les 4 les plus en vue au moment où la saison commençait. Je suis le college football depuis à peu près 7 ans maintenant, ouais, 2017-2018. Gros fan des Central Florida Knights, qui était à l'époque une des grosses écuries du Group of Five. Donc ce qui a fait que même si aujourd'hui les Knights sont en power fort, bah, je continue à beaucoup suivre le Group of Five et c'est un côté du college football que j'aime beaucoup. Euh, Notamment parce qu'on voit beaucoup de programmes qu'on n'a pas l'habitude de voir, des endroits des États-Unis qui sont pas trop mis en avant. Enfin, donc voilà, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'essayer de mettre un peu en avant ce Group of Five, surtout que c'est une année très spéciale pour ce groupe-là. Tout à fait. Eh ben Maxence, je te propose de présenter le Group of Five. Qu'est-ce que c'est et de quoi on va parler dans cette émission qu'on va essayer de faire hebdomadaire si on arrive à gérer tout Ouais, ça, si on Maxence. On est arrive, d'accord? ouais, parce il va y avoir il va y avoir un feuilleton dans ce Group of Five, on va vous expliquer. Alors déjà, qu'est-ce que le Group of Five pour ceux qui savent pas vraiment, pour ceux qui suivent le college football de loin ou seulement les très gros programmes, le Group of Five, c'est le nom qu'on utilise pour parler des 5 conférences les moins prestigieuses du FBS, en comparaison du coup avec le Power 4, qui était avant le Power 5, mais depuis que la Pac-12 a plus ou moins disparu, on parle de Power 4, mais on continue de parler de Group of 5. Donc on a l'American Athletic Conference, qui est la meilleure de ces 5 conférences-là assez Je pense qu'on souvent, peut le dire, oui. on peut le dire. On a la Mid-American Conference. Moi, j'aime bien cette ligue. C'est un peu la Big Ten du pauvre, un peu, on va dire, au niveau C'est des ça, tout équipes. à fait. La Sun Belt, qui est un peu la Southeastern Conference du pauvre. La Mountain West, du coup, qui est la seule vraie conférence de l'Ouest maintenant. Et puis la conférence USA, qui est un peu la porte d'entrée aujourd'hui de Tout à fait. toutes les équipes FCS. Quand elles arrivent, elles aiment bien passer pour la conférence USA. Donc voilà, 5 conférences qui sont moins suivies au niveau national, donc ça génère moins d'argent, et donc il y a moins de gros joueurs lycéens. C'est très rare que vous voyez des 5 étoiles aller dans des programmes du Group of Five, mais ça n'empêche pas que vous pouvez avoir des gros joueurs en NFL aujourd'hui qui sont passés par des équipes du Group of Five. Josh Allen, par exemple, qui a été à Tout à Wyoming, fait. dans la Mountain West. Randy Moss, grand receveur des années 2000, c'était Marshall. Et puis Antonio Brown, je crois que c'était Central Michigan. Donc vous pouvez voir des gros joueurs quand même qui se développent. Et le Group of Five, c'est ça. C'est des belles histoires, moi je trouve à chaque fois, de programmes pas forcément très gros, qui n'ont pas forcément une grosse histoire, mais qui parfois sur certaines saisons deviennent un peu la darling Tout à fait. de tout un pays. Et puis là, maintenant, c'est la nouvelle spécificité de cette année, Maxence, c'est qu'il y aura forcément une équipe du Group of Five présent au College Football Playoff. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et ouais, mais oui, ça c'est la grande nouveauté et moi ça me fait vraiment plaisir parce que du coup ça met vraiment à l'honneur les grosses équipes du Group of Five, puisque pour rappel on est passé de 4 équipes à 12 et le dernier spot, on va dire, c'est un peu comme ça que le comité l'imagine, va être donné aux meilleurs champions, puisqu'il y aura 5 champions en fin d'année de chaque, un champion de chaque conférence, et le comité va sélectionner le meilleur champion parmi les 5. Donc on aura une équipe du Group of Five au playoff le 20 décembre. Et ça fait plaisir. Ça fait effectivement plaisir. Alors, dans les faits, si je veux être un petit peu tatillon, je pourrais même dire qu'il pourrait y avoir les 5 champions des conférences du Group of Five s'ils font partie des meilleurs champions des conférences. Bon, ça n'arrivera Mais pas, bien évidemment, mais mais sur le papier, ça pourrait arriver, quoi. ça peut, ouais, sur le papier, tu peux te retrouver avec 2 ou 3 équipes. Bon, 3 équipes, c'est un peu beaucoup, mais 2 équipes, ça Ouais. peut. Il y a des saisons où ça pourrait arriver. Il y a des Vous savez simulations. où l'ACC est dégueulasse, par exemple, ça serait pas Ouais. impossible, quoi.
Ouais, puis il y a des simulations sur le jeu College Football où tu as deux équipes du Group of Five qui arrivent à se glisser, donc c'est possible dans le jeu, donc ça montre qu'ils peuvent réussir à gruger le système et à y aller. Maintenant, vu que la plupart des grosses équipes du Group of Five essayent d'aller rejoindre des power forts, on verra par la suite. Mais non, c'est cool parce qu'on avait eu que Cincinnati qui avait réussi à atteindre les playoffs en 2021. Il y avait beaucoup d'équipes, notamment Central Florida, qui avaient été laissées de côté. Tout à fait. Mais là, c'est cool parce qu'il y en a. 2018, non, c'est ça, Ouais, 2017, bah oui, 2018, parce que 2017, bon, 2017 qu'on n'y aille pas, c'est normal parce que. Mais 2018, Mmh. tu retapes une saison invaincue. Mmh. Mais bon, c'est comme ça. Mais ça a posé les jalons. Je pense que sans le Oui. UCF de ça, je pense que Cincinnati n'y serait pas allé. T'avais Houston aussi quelques années avant, puis TCU, Boise State aussi à l'époque où c'était la finale nationale uniquement pour les deux meilleures équipes. Donc je trouve que ça fait 20 ans que ça pousse et ça y est, maintenant on a une équipe du Group of Five qui ira automatiquement jouer le titre national. Bon, il va commencer très loin, mais c'est déjà un début. Très bien, très bien. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de conférence par conférence, est-ce que tu as, on va dire, un favori c'est la Week 3 qui vient de se passer, à ton avis, qui pourrait être les équipes représentantes du Group of Five cette année au CFP? Alors, les équipes qui viennent rapidement, il y a Memphis, les Tigers de Memphis, qui ont frappé un gros coup ce week-end, on va en reparler plus tard. Northern Illinois, en fait, mine de rien, Northern Illinois était pas attendu, mais avec ce qu'ils ont fait à Notre-Dame en Ils week auront la 2, plus belle victoire, ils ouais, auront ouais. très clairement la plus Donc, belle victoire du Group of Five. eux, ils sont un peu comme. J'aime bien cette métaphore de, tu sais, direction les playoffs et ceux qui sont sur le siège conducteur avec le volant dans les mains, c'est Northern Illinois et jusqu'à présent, c'est eux qui, tu vois, s'ils terminent la saison invaincus et qu'ils gagnent la conférence, Memphis, on va leur dire ouais les gars c'est bien, mais ils ont gagné à Notre-Dame, donc ça va être eux qui vont y aller. Mais je vois pas Northern Illinois réussir à tenir la saison invaincue. J'ai du mal à évaluer cette équipe en fait. Je sais pas trop ce que vaut cette équipe. Par contre, Memphis, pour avoir suivi un peu ce qu'ils ont fait pour la preview, et puis c'est une équipe depuis quelques saisons qui est quand même au top. Je pense qu'il y a Memphis, Boise State aussi. Boise State. Des noms que vous connaissez quand même déjà. Il n'y aura pas Ouais. d'énormes surprises, qu'on soit très clair. Et puis après, Tulane, ça me. Ils ont 2 défaites déjà. Je pense que ça va être compliqué avec 2 défaites. Après, si t'es champion de conférence, tout à fait. avec juste les 2 défaites, Kansas State et Oklahoma. Non, mais c'est ça qui va être intéressant parce qu'en fait, là, on fait des calculs, mais on en saura beaucoup plus quand il y aura les finales de conférence parce que déjà, ça va éliminer tous les autres. Mais pour le moment, ouais, je dirais Memphis, Boise State et Northern Illinois. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Et une petite mention de Toledo aussi, qu'il faut pas Toledo. oublier. Tout à fait, dont on va reparler un petit peu plus tard, bien évidemment. Et bien, Maxence, je te propose de commencer directement. Ouais, pardon, toi, t'as globalement même top 3 aussi à peu Oui, près. oui, pareil que toi. Ça me semblerait pas. Pour moi, les deux favoris, c'est Memphis et Boise State parce que ils ont très clairement rencontré des équipes qui leur permettront de se dire et voilà, on peut participer parce qu'on a battu des grosses équipes. On a joué, Boise State a failli gagner contre Oregon, par exemple, qui risque d'être très bien classé aussi. Et ça pèse, je pense, au moment où on fera le bilan. Maxence, je te propose de passer par l'AAC pour commencer, qui est la plus grosse conférence, on va dire, en termes de prestige. On va parler du match qu'il fallait pas rater le week-end dernier. C'était bien sûr Memphis qui se déplaçait du côté de Florida State. Victoire des Tigers, c'est quoi? C'est 20 à 12. 20 à 12, c'est ça. Tigers 20 à 12. Alors, en soi, c'est pas vraiment une surprise. Je sais pas ce que tu en penses. Mais il fallait le faire quand même. En fait, tu m'aurais dit mi-août, Memphis va gagner à Florida State. J'aurais dit c'est possible, mais ça va être dur. C'est sûr que samedi à 18h, on était tous devant le match en se disant Memphis a des vraies chances de le faire parce qu'on a vu la saison des Seminoles qui est en train de complètement partir en roue libre alors que Memphis est très sérieux. Donc moi, je sais pas ce que tu en pensais, mais je me disais ouais, Memphis, c'est une demi-surprise finalement qu'ils arrivent à gagner à Florida State. Très, très clairement, je crois qu'ils étaient favoris d'ailleurs avant ce match-là. Je crois, ouais. Parce que ça a basculé en fait. Ça a basculé, ouais. Ouais, et puis c'est une équipe qui est bien construite. Ça fait des années que c'est une des meilleures équipes du groupe of five, donc c'est pas une surprise. Et ils tombent contre une équipe de Florida State qui est très clairement malade.
Et puis voilà, quoi, c'est une grosse équipe. Le quarterback est intéressant, hein, c'est ça. Hein. Seth Hennigan, Ouais, c'est un vétéran du college football et qui a encore marqué un touchdown à la passe. Il en a marqué 2 dans ce match-là. Et pourquoi je parle de touchdown à la passe? C'est son 40e match de suite avec au moins un touchdown à la passe. Et puis il a été bon, hein, puisqu'il est à 272 yards, une interception, 2 touchdowns. Il est à 25 sur 38 au niveau des complétions. Donc Seth Hennigan a fait un très bon match et c'est assez marrant d'ailleurs parce que Memphis Tigers l'année dernière était une équipe qui se basait quand même beaucoup sur le run game. Là, sur ce match contre Florida State, ils n'ont pas tant couru que ça. Ils ont fait 65 yards. C'est bien, quoi, mais c'est pas non plus énorme. Ils sont beaucoup appuyés sur le jeu de passe et sur une défense qui a vraiment pris Florida State à la gorge. C'est ça que j'aime bien. Tu es contre une équipe qui n'était pas en confiance et dès le début du match, tu les as. Ils ont fait ce qu'il fallait, quoi. Ouais. Ils ont dominé de la tête et des épaules, hein, de toute façon. C'est pas genre les victoires à l'arrache, tu marques. Non, c'est vraiment la meilleure équipe qui s'est imposée. Deuxième play du premier drive de Florida State, fumble direct. Enfin, ça a mis la couleur, quoi. Que les Tigers n'étaient pas venus là pour faire de la figuration. Et... je pense qu'ils ont vraiment coché le match dans leur calendrier en se disant. De toute façon, c'était marqué dans leur esprit. Ils savaient que ce match-là, c'était le match qui leur permettait d'avoir une victoire de prestige sur leur CV pour la fin de saison. Voilà, c'est fait. Alors, elle est moins importante qu'on aurait pu le penser, parce que Florida State est quand même pas très bon cette année. Mais il n'empêche, tu vas à Tallahassee, tu t'imposes de plus d'un touchdown. Forcément, ça va compter, quoi. Ouais, puis en ayant le contrôle du match, hein, du début à la fin. Ouais, Florida State a eu le drive pour égaliser, mais il aurait fallu marquer une conversion à 2 points, mais ils ont été contenus. Hein. Très bonne défense. Puis bon, tu sentais, à aucun moment tu sentais Florida State capable de revenir, quoi. Enfin, tu sais, il y a des fois, tu te dis putain, si mais on s'inquiète, on commence à s'inquiéter pour les Seminoles. Hein. Franchement, ça commence à être chaud. Ouais. On se demande si on même joué un bowl, pour être tout à fait honnête. Là, oui, il y a encore 4 défaites et c'est fini. Hein. Donc, franchement, leur calendrier sera pas facile. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le Group of 5. Et là, Memphis, ils ont passé le gros défi de début de saison, ils l'ont passé. Ils en auront d'autres parce qu'ils vont se déplacer du côté de Tulane, notamment fin novembre. Dernier match. C'est pour le dernier match de la saison, où ça va être un petit peu bourbier. J'ai regardé vite fait. Il y a ça et en dehors de ça, franchement, ça va, quoi. Il y a un déplacement à South Florida, mais après le reste, c'est dans leur corde. Et quand tu as gagné à Florida State, normalement. Ça devrait le faire. Ouais. On est bien d'accord. Ils ont une belle équipe. Et puis qui n'a pas trop perdu l'intersaison non plus par rapport à d'autres programmes du Group of 5 qui ont tendance quand même à se faire piller, notamment maintenant avec le portail de transfert. Memphis, c'est pas trop eux, le cas. Je sais pas si tu avais vu, mais ils ont activé le portail à mort aussi. Hein. C'est une des équipes qu'il a le plus utilisé cette saison. Donc ils ont que des mecs qui ont de l'expérience du college football. Et notamment, je vais me faire un petit auto-promo, un petit linebacker qui vient de l'Ivy League. Alors je crois que c'est de Penn, si je dis pas ou de Harvard, je ne sais plus. Et qui est Harvard. Ils ont un mec, qui vient d'Harvard. Parce que quand j'ai fait la preview, j'ai vu un gars qui arrivait d'Harvard. J'étais là, oh. Tu passes de Harvard à Memphis en termes académiques, ça doit être. Il doit donner des cours en fait là-bas, je pense. Je pense, il doit donner des cours parce que je sais pas c'est quoi le niveau académique à Memphis, mais je pense pas que ça soit hyper élevé non plus. Par rapport à Harvard, sans faire injure, bien évidemment. Puis par rapport à Harvard, de toute façon, je pense qu'il y a pas simplement pour vous dire que voilà, je reprends aussi, je pense, mon podcast hebdomadaire sur l'Ivy League, voir sur quel format, mais voilà, je suis en train de préparer tout ça, donc on se verra dans peu de temps pour discuter. C'est vrai que tu es un grand fan de l'Ivy League, ça c'est. Ouais, c'est une conférence qui est cool, qui est un peu dure à suivre parce que les matchs sont un peu durs à trouver, mais une fois que vous les trouvez, vous restez là-dessus. Et puis, je reviendrai là-dessus lors du podcast, mais le slate de 18h cette semaine est quand même pas terrible. Donc, si vous pouvez mettre un petit match de l'Ivy League en deuxième écran, c'est pas perdu. Est-ce qu'on a fait le tour sur ce match de Memphis ou tu Ouais, on a fait le tour globalement. On attendait les Tigers au rendez-vous, ils l'ont été. Et ils ont achevé un petit peu les Seminoles. Donc bravo à eux et c'était tout ce qu'il fallait pour se présenter début décembre avec un dossier qui sera convaincant. Si la saison continue comme elle est censée continuer. Ça sous-entend une saison à 12-0. Et quand tu vois leur niveau de jeu, tu te dis il faudrait vraiment. Mais bon, le college football est aussi rempli de surprises. Hein. Tout à fait. En parlant de surprise, c'est UAB qui a taquiné Arkansas. Il menait, je crois, d'ailleurs 14-3 au bout d'un moment dans le match. Alors, malheureusement, défaite à la sortie, mais très bonne performance de UAB. Hein.
Ouais, tu sais, c'est le genre de match que tu prévoyais pas de regarder, puis tu regardes Ouais, c'est les ça. scores. Mais je l'ai Puis mis, tu je l'ai fais mis en deuxième écran ouais, d'ailleurs. ouais. Et puis tu le mets, tu fais ah bah putain, il se passe quelque chose là. Ouais, ils ont été, bah ils ont fait un super début de match. Jacob Zeno a fait un beau match, le quarterback de UAB, 235 yards, 3 TD, une interception. Mais le problème, c'est que les Razorbacks, au retour de la mi-temps, il y avait 20 partout à la mi-temps et puis 17-7 sur la deuxième mi-temps. Arkansas a fait le job pour éviter une défaite qui aurait été assez embarrassante parce que UAB est pas non plus une équipe si impressionnante que ça, mais ils ont fait douter Arkansas qui bon n'est pas non plus une des top teams en ce moment. Mais quand même, ils ont fait un beau match UAB, donc c'est cool. Pour un programme qui est assez jeune en plus hein, en FBS, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont en FBS, il me semble. Donc ils sont revenus en fait. Ils avaient arrêté le programme. Ils sont revenus 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, je crois. Bon, c'est relativement neuf, mais c'est vrai que ils ont été assez décevants hein, parce qu'ils ont perdu contre Louisiana Monroe. Ils ont pris une grosse valise Ouais. la semaine d'avant et donc on s'attendait à ce que Arkansas leur roule dessus, mais en fait c'était pas du tout le cas. Donc voilà, c'est quand même, ça fait partie, ça montre quand même qu'il y a quand même de la profondeur hein, dans cette conférence Ouais. AAC, pardon. Il y a vraiment des grosses équipes, genre Memphis, Tulane, South Florida aussi qui sont au-dessus. Par contre, il y a un paquet d'équipes derrière, ça va joyeusement se taper dessus. Parce qu'on a eu un autre match qui était assez cool. Contre une équipe de la SEC, encore une fois. Oui, bah, ça fait bizarre de le dire d'ailleurs. Mais ouais, Tulane, qui était face à Oklahoma. Le match que j'avais commencé à regarder, puis j'ai arrêté de regarder, puis je me suis remis à regarder parce qu'en fait Tulane, moi j'ai cru comment ils étaient morts. Puis finalement ils ont mis un petit espoir en quatrième quart-temps parce qu'ils ont marqué un pick six en début de quatrième quart-temps. Mais après les Sooners ont fermé la boutique. Ouais, mais ils étaient pas si loin que ça. Ils reviennent Non, à 5-6 points, je crois, au bout d'un moment dans le ouais, quatrième ouais, quart. Et derrière, il y a une interception lancée un peu dégueulasse dans mes souvenirs et c'est ça. ça casse un peu le Et ils ont un rythme. jeune QB. Hein. Ils ont un Ah, jeune ils ont un QB. jeune QB, ouais, c'est vrai. Darian Mensah qui est true freshman ou redshirt freshman. Bref, en tout cas, c'est sa première saison en tant que titulaire. D'ailleurs, assez surprenant parce que quand on avait fait la preview, on parlait de Kai Horton et de Ty Thompson. Bah, finalement, c'est le jeune freshman qui les a sautés tous les deux pour le poste. Il est pas mal ce Darian Mensah, mais après, comme c'est Ryan, je crois qu'il disait ça la semaine dernière et je rejoins complètement ce qu'il dit. C'est un athlète qu'il faut former maintenant à devenir un vrai quarterback. Quoi. Après, voilà, c'est formateur pour lui aussi. Hein. Tu joues Oui. à Oklahoma. Enfin, c'est une expérience qui l'aura en plus. Et bon, bah, ça servira pour plus tard. Moi, je suis quand même agréablement surpris hein, par Tulane. Alors, bon, ils sont à 1-2. Il y a une courte défaite contre Kansas State. Une défaite pas si. D'ailleurs, avec un arbitrage un Ouais, peu limite en un faveur peu limite, des ouais. Wildcats. Il y a une défaite contre Oklahoma, pareil, qui est pas humiliante. On Non, avait promis un peu l'enfer après le changement de head coach, mais finalement, c'est pas si mal que ça, quoi. ouais, puis ils ont une belle équipe, ils ont fait marcher le portail des transferts. Mario Williams, notamment l'ancien joueur de USC, est un Putain, mais bon c'est vrai qu'ils ont receveur. Mario Williams, ouais, j'avais Ouais, oublié ouais, ça. qui est de retour et c'est leur meilleur receveur depuis le début de saison, même s'il a pas fait un match incroyable contre Oklahoma. Et puis bah ce jeune Darian Mensah, bon écoute, pour l'instant il se débrouille pas trop mal, je trouve, ça va. Hâte de le voir contre des équipes plus haut niveau pour Tulane, quoi. Ou dans des matchs où carrément Tulane sera favori, là ce sera intéressant de revoir Mensah, mais je pense que c'est un quarterback, il faut garder un œil sur lui. Bah, surtout quand tu joues et que tu as passé quand même des mecs qui étaient assez, on va dire, Bah ouais. Ty avec pas mal Thompson, il d'expérience. était à Donc, Oregon, c'était un 4 étoiles, border 5 étoiles presque, et puis... Ah, mais oui, c'est vrai, il y a Ty Thompson, il était à Oregon, Ouais. voilà, c'est pour ça, c'est un an. Et Mario Williams, j'y pense maintenant, il était à OU avant d'aller à Oui, c'est USC vrai. aussi. Il Il faisait a partie des. suivi, ouais. Il avait suivi Lincoln Riley. Tout à fait, voilà, un retour à Norman pour lui, malheureusement pas victorieux. D'ailleurs, c'était un match qui aurait dû se jouer à Tulane, puis il y Tout avait à eu un fait. problème de Un ouragan Ida qui avait ouragan, et puis fait. Voilà. bref. Mais ouais, Oklahoma qui je sais pas trop ce que vaut cette équipe-là, mais je pense que la récré est bientôt finie quand ils vont rentrer en ICC, par contre. Et bah, de toute façon, on le saura vite, parce qu'il y a c'est Tennessee qui arrive à Norman ce week-end, et vu Mm. la forme de Tennessee, on sera vite fixé. Puis il y avait un petit derby de l'Oklahoma, enfin petite rivalité de l'Oklahoma, je Tout à sais pas fait. trop, Oklahoma State Tulsa, t'as dû voir le match, j'imagine? Oh, bah oui, j'ai regardé. Ouais, c'est le Turnpike classique, puisque Ah, je entre. savais pas, je connaissais pas le nom du. Ouais, bah, c'est un truc commercial, puisqu'en fait, entre Stillwater et tout ça, t'as
une autoroute, et en fait, voilà, Turnpike, c'est les autoroutes payantes aux États-Unis, donc voilà, ils ont appelé ça Turnpike classique. C'est pas hyper, voilà, c'est pas hyper recherché, mais voilà, bon, après, il y a eu pas vraiment de match, domination de A à Z, tout ça qui a changé de head coach. Il manque un peu de talent, on va voir combien de temps, si ça arrive à se mettre en place, tout ça, c'est une toute petite fac privée, hein, c'est un des plus petits enrollments de tout le college football, donc forcément, c'est parfois un petit peu compliqué. Voilà, j'ai pas d'avis. Je pensais qu'ils allaient nous embêter un peu plus, notamment défensivement. Ça n'a pas été trop le cas. Il y a pas mal de joueurs, d'ex-joueurs de l'État. Enfin, ce qui est cool, tout ça, recrute beaucoup dans l'État d'Oklahoma. Donc voilà, c'est. Ouais, il récupère un peu tous les mecs qui vont pas aux Cowboys ou aux Sooners, non? Ouais, non, c'est à peu près ça. Et puis même, ils avaient le petit frère Presley là, qui était chez nous, mais qui a transfert out pour aller du côté de tout ça. Donc voilà, c'est un programme qui est dans le ventre mou, on va dire, du college football depuis maintenant quelques années. Et bon, il est vraiment au milieu ça reste ça le Group of Five, hein. C'est aussi des équipes qui sont dans des états qui sont déjà remplis avec 2 gros programmes, voire plus. Parce que, par exemple, tu parles, par exemple, il y a eu un autre match aussi entre 2 équipes du même état, UTSA contre Texas. En plus, je crois que c'est le même groupe d'université, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, et UTSA s'est fait allumer par Texas 56-7. UTSA qui la petite déception de ce début de saison, ils se sont fait détruire par Texas State, pardon, la semaine dernière, et là contre Texas ils n'ont pas existé non plus. Ouais. Un peu la déception, on s'y attendait un peu quand même, mais ça va être de toute façon le grand, on va dire le grand boulot de Jeff Traylor, ça va être capable d'être bon année après année, parce que voilà, que tu sois bon une année. Les Roadrunners ont tourné la page. Franck. Non, comment il s'appelait leur QB Merde, c'est Franck, non? Oui, c'est ça. Hein. Oh putain, ouais. Franck Harris. Voilà. Merci. Il tourne la page Franck Harris. Et oui, c'était un redshirt senior. Enfin bref, c'était avec un mec avec énormément d'expérience, donc forcément c'est compliqué à remplacer, quoi. Voilà, après les autres résultats, il n'y a pas vraiment d'autres résultats intéressants cette semaine en américaine. On peut passer, je pense, à. On va passer à quelle conférence, tiens? On fait un petit détour vite fait par la Pac-12, même s'ils font pas partie des équipes qui sont concernées par le dernier spot, parce que ils sont pas assez pour faire officiellement une conférence. Ouais. C'était jour de derby, jour de rivalité, Oregon State face à Oregon, Washington State face à Washington, et distinct contraire entre les deux facs laissées pour compte. Oregon State s'est fait détruire par Oregon, et Wazoo a fait une victoire très convaincante du côté de Seattle face à Washington. Ça fait plaisir cette victoire de Washington State, honnêtement. Petite vengeance contre Washington qui a quitté la Pac-12. Et le match était vraiment plaisant. Était vraiment plaisant à suivre. Moi, j'ai beaucoup aimé suivre ce match. En plus, dans une belle ambiance à Seattle, dans le stade des Seahawks. Et on a eu une fin de match en plus tendue parce que à un moment donné, j'ai bien cru que Washington State allait lâcher le match avec une interception, et puis ils avaient du mal à garder la balle. Ils ont rendu la balle plusieurs fois aux Huskies, et puis il y a eu ce stop incroyable sur une 4e tentative des Huskies en goal line qui a terminé le match. Donc super victoire dans l'Apple Cup pour les Cougars. Est-ce qu'on peut parler du play calling sur le 4e et goal là? Ouais, c'est horrible. C'était pas beau du tout là. C'était pas beau, et une option là. Wow. Ouais, bien défendu de Washington State qui s'est bien défendu ceci dit, mais je suis pas certain que c'était la meilleure solution sur une 4e et goal des 2 yards. Quoi. Ouais, ça c'est une 4e et 2 ou 4e et 3, ouais, c'est un truc comme ça à peu près. Ouais, et puis bon match de Meredith. Josh Meredith, le receveur de Washington State, avec un TD, 111 yards en 7 réceptions. Clairement une des stars de ce match, même si en face à Washington, Jill Jackson a été très bon aussi. Et puis ouais, pour Oregon State. Ouais, grosse soupe à la grimace, hein, là il n'y a pas eu photo. Hein. Ouais, Oregon a marqué sur quasiment tous ses drives. Il y a eu l'écart n'était pas si grand que ça à la mi-temps, mais derrière, il y a trop d'écart. Trop d'écart entre une équipe qui est censée jouer le titre national et une équipe d'Oregon State qui est à sa place. Quoi. Ouais, qui est à sa place après avoir. Eux, ils ont connu une intersaison plus que compliquée. Quoi. Tu perds ton QB, tu perds ton running back, tu perds ton head coach. Enfin, c'est dur. Quoi. Tu te retrouves tout seul dans ta conférence avec le voisin Washington State, tu sais plus trop ce qui va se passer. C'était compliqué pour eux. On aurait aimé un exploit, mais malheureusement.
Ouais, là, il y a trop une grosse disparité de niveau, quoi. Ouais, ça sera pas pour cette année. Et ben, on va prendre la direction de la Mountain West, puisque la Pac-12 va se renforcer avec les arrivées de Boise State, Fresno State, San Diego State et Colorado State à partir de 2026. Il y a un pattern dans les recrues. Ouais. C'est que des States. C'est la All-State Conference. Il y a une fac qui n'a pas encore été annoncée et pourtant elle fait un sacré début de saison. C'est UNLV qui s'est déplacé du côté de Kansas et qui a battu Kansas. Alors c'était jeudi soir ou vendredi soir, je ne sais plus. C'était vendredi soir. Vendredi soir, c'est ça. Vendredi soir, ouais. Et belle victoire des Rebels qui vont à Lawrence et qui battent Kansas, quoi. Ouais, c'était un peu la surprise du chef. C'est vrai que tout le monde était curieux de voir ce que les Rebels allaient réussir à faire à Kansas et puis ils ont réussi un beau match. Notamment avec 2 interceptions sur Jalon Daniels qui continue de décevoir honnêtement, le quarterback de Kansas. Beaucoup trop irrégulier, quoi. Ouais, et le match au sol du quarterback de l'université de Las Vegas, Sluka, avec 124 yards en 19 courses. C'était lui le running back de l'équipe quasiment, quand tu vois le nombre de courses qu'il a fait. C'est ça, ils ont appuyé sur le jeu de course UNLV et sur une très grosse défense, puisque les 2 interceptions ont été vraiment clutch. Et ils ont maintenu Kansas à seulement 3 points en seconde mi-temps. Ce qui est quand même pas si mal du tout. Hein. Ouais, ce qui est pas mal, parce que Kansas, franchement, normalement, c'est censé être une attaque qui tourne bien quand même. Et donc voilà, UNLV, ça fait plaisir pour eux parce que 3-0 avec cette victoire à Kansas, ils se placent un peu comme une équipe qu'il faudra surveiller pour le spot en playoff en Mountain West. Ouais, c'est clair, sachant que en fait, c'est leur deuxième programme du groupe du Power 5 qu'ils accrochent, enfin du Power 4, pardon, qu'ils accrochent à leur palmarès, et qu'ils auront Syracuse. Encore, si je dis pas de bêtises au programme, si mes souvenirs sont bons. Il y a Syracuse dans 2 semaines. Et c'est vrai qu'ils ont battu Houston. C'est vrai que Houston est une Power 4 maintenant, il faut s'y habituer. Ils ont même défoncé Houston. Ouais, et chez eux. Et chez eux, et donc ça fait 2 victoires à l'extérieur. Je crois qu'il est où il est là-bas, il est à Syracuse ou il est à... Non, il est à Las Vegas, à la Legion Stadium. Et puis il y aura un super match fin octobre contre Boise State qui définira pas mal de choses dans la Mountain West. Par contre, côté déception de la Mountain West, c'est Colorado State qui n'a pas réussi à réitérer son très bon match de l'année dernière contre Colorado. Là, je pense qu'ils sont sortis du match avant même le match avec beaucoup de déclarations dans la presse. Et trop desservi, je pense. Ouais, trop d'influx nerveux laissés là-dedans. Ils sont trop rentrés dans le jeu de Colorado. Et c'est vrai que l'année dernière, c'était un superbe match qui s'était fini à 8h du matin chez nous. Je me rappelle, j'avais réussi à regarder la fin de match. Je me réveille et puis je vois qu'il y avait encore le match. Ça, c'est vraiment la meilleure sensation. Le dimanche matin, tu te réveilles un peu tôt, mais tu vois qu'il y a encore des matchs sur la côte ouest qui se jouent. Et là, il n'y a pas eu photo. Shedeur Sanders, ça fait un très beau match, même si son attitude en fin de match... Moi, c'est bon. Là, j'ai atteint le point de non-retour avec lui. Le personnage commence à m'énerver de plus en plus. Puis Colorado State faisait partie un peu de ces équipes qui pouvaient peut-être jouer quelque chose en Mountain West, mais là, ce match-là contre Colorado, on verra après dans les matchs de conférence. Mais moi, je pense que ça va être compliqué parce qu'il y a quand même entre UNLV, Boise State. Il y avait une petite hype Colorado State en début de saison avec Fowler Nicolici, notamment le quarterback de Colorado State. Mais là, il a lancé 2 interceptions sur ce match-là. Et ils n'ont pas réussi à développer leur jeu, donc c'était compliqué pour eux. Très bien, très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de la Mountain West? C'est bon Utah State contre Utah, la Battle of Brothers, victoire de Utah. Pareil, ça a été serré jusqu'à la mi-temps. Ça a été très accroché. Il y a eu une grosse performance des receveurs, notamment de Utah State, je trouve, contre les DB de Utah. Alors Utah qui était orphelin de Cameron Rising, qui était blessé, donc c'est le petit frère de Zach Wilson, qui a fait un plutôt bon match, un true freshman. Ça a accroché jusqu'à un moment où ça a claqué, et la différence de joueurs de talent sur le terrain fait la différence. Mais j'étais assez agréablement surpris par Utah State quand même. Oui, parce qu'ils ont craqué dans le dernier quart-temps, mais ils font un bon match. Et après, à noter Fresno State qui a explosé New Mexico State 48-0. Fresno State aussi qui est une future équipe de la Pac-12. Effectivement. Voilà pour la Mountain West qui va connaître des
il va avoir une grosse actualité dans les mois à venir, puisqu'ils vont Tout à devoir fait. trouver des remplaçants. Et c'est pas impossible qu'il y ait de nouveau des départs, et effectivement, il va y avoir des nouveaux arrivants. On va voir ce que ça va donner. Alors, est-ce que ça va être des équipes de FCS? Moi, j'aimerais trop que les deux Montana montent en Mountain West. Ça m'étonnerait pas non plus à voir. Je vois pas les deux South Dakota State ou North Dakota State, mais les Montana, pourquoi pas? Pourquoi pas. Ouais. On part direction de la MAC, si ça te va, nord des États-Unis. Ouais. Une énorme performance ce week-end, c'est Toledo qui allait s'imposer du côté de Mississippi State. Une équipe de la MAC qui s'impose en terre sec, c'est assez rare pour être souligné. Et c'est pareil, là, c'était une boucherie, quoi. Ouais, puis on l'avait pas vu venir, ce score et cette performance de Toledo. On savait que Toledo était une équipe sérieuse dans la MAC. Et ils ont défoncé les Bulldogs. Il y avait 28-3 à la mi-temps. Ce qui est quand même, pour une équipe de la SEC, tu reçois une équipe de la MAC et t'es mené 28-3 à la mi-temps. Et en plus, c'est sur un vieux field goal que tu marques en fin de second quart-temps, si je dis pas de bêtises, du côté de Mississippi State. Ils n'ont pas existé Mississippi State. Gros match de Tucker Gleason, le QB des Rockets. Presque 300 yards, 3 TD, aucune interception. Et la défense des Rockets a été très bonne puisque j'ai regardé, il y a 6 drives de Mississippi State qui ont compté 4 plays ou moins. Si tu comptes les fumbles, les 3 and out et aussi un turnover on downs. Donc ils ont vraiment fait souffrir les Bulldogs. Et Toledo marque la deuxième grosse victoire de la MAC cette année. Après celle de Northern Illinois contre Notre-Dame, qui a un statut plus élevé parce que Notre-Dame était top 5. Mais Toledo, c'est fort. Je trouve ça fort et je pense que c'est eux les vrais chefs de la Mid-Américaine. C'est pas impossible, effectivement, parce que ça m'a l'air un peu plus. Déjà, c'est les champions en titre. Tout à fait. Alors, ils ont perdu du monde aussi, quand même, je pense, mais ce qu'ils ont montré sur ce match de Mississippi State, ils font ce match-là tous les samedis. Oui. Honnêtement, ça devrait quand même être eux le gros poisson de la MAC. D'ailleurs, pour le fun fact, ESPN, qui sur sa chaîne YouTube balance les highlights de tous ces matchs qu'ils diffusent, n'a toujours pas mis en ligne les highlights de ce match-là. On se demande pourquoi. Ouais, ça, it just means more, comme on dit chez ESPN. Par contre, du côté de la MAC, ça a été un peu plus compliqué. Ouais, les autres, par contre. La Kent State qui s'est fait exploser par Tennessee. Akron qui a eu énormément de mal de battre Colgate, qui est une équipe FCS qui est pas très bonne en plus. Ball State qui s'est fait défoncer par Miami. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. On va peut-être parler de Miami qui a perdu son match de rivalité contre Cincinnati. Je sais pas si Miami, Ohio, puisque tu parlais des Hurricanes juste avant combattu Ball State. Ouais, Miami, Ohio qui perd contre Cincinnati 27-16. C'est le genre de match où Cincinnati a été en contrôle du match quasiment tout le long. Miami fait pas un mauvais match, mais n'a jamais été vraiment en position d'inquiéter les Bearcats. Et donc une défaite logique pour eux qui sont en 0-2. Mais pas une défaite imméritante. Je pense que c'est un peu dommage parce que Cincinnati n'est pas dans la forme de sa vie. Je pense que ça aurait pu. Ça ne joue pas grand-chose non plus. Et en plus, c'était chez eux. En plus, c'était à Miami, Ohio, mais malheureusement, ça n'est pas passé. Puis Central Michigan qui a perdu contre Illinois aussi 39. Et Illinois qui, si je ne dis pas de bêtises, est rentré dans le top 25 avec cette victoire. Tout à fait, puisqu'on va avoir un duel classé entre Illinois et Nebraska ce week-end. Je crois qu'il fallait la placer. Celle-là, cette phrase, avant le début du match. Cette phrase, il fallait la placer, cette phrase. On est d'accord. Voilà. On passe du côté de la Sunbelt, Maxence. Ouais, on va à la Sunbelt. Il y a un match hyper important qui a eu lieu jeudi ou vendredi. Putain, alors, c'était jeudi. C'était jeudi. Arizona State. Ouais, qui s'est placé du côté de Texas State, qui avait l'occasion de marquer des points dans la lutte ce spot-là pour le CFP. Malheureusement, ça passe pas pour les Bobcats, et pourtant ça passe pas loin dans un super match. Malgré tout, il marque quelques points avec cette défaite. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage parce que s'ils avaient réussi à accrocher à Arizona State sur leur tableau de chasse, ça aurait fait un démarrage à 3-0 après avoir détruit les Roadrunners la semaine dernière. Et ça a été un super match. Alors, je n'ai pas regardé en direct, mais ça a été le premier replay avant même le match de NFL qui se jouait en même temps. C'était le premier replay que je me suis maté et c'était très plaisant. En plus, dans un stade qui a été refait il n'y a pas longtemps. Enfin, Texas State est un programme qui est vraiment en train de construire quelque chose d'intéressant.
Et franchement, leur quarterback McLeod a vraiment tapé dans l'œil. 4 TD, une interception malheureusement, mais il a été très bon et Arizona State s'en sort avec un field goal à 6 minutes de la fin et malheureusement Texas State n'a pas réussi à marquer sur les drives suivants et il y a eu 3 turnovers à 1 puisqu'il y a eu 2 fumbles aussi en plus de l'interception et le match pour moi c'est clairement joué là-dessus. Mais Texas State qui avait pourtant pris une avance de 14 points au deuxième quart-temps. Donc tu sais quand tu commences à regarder le replay sans avoir le résultat, tu fais oh putain ils l'ont fait alors. Bon, et puis finalement Arizona State a remis un peu les points sur les i, il y avait égalité à la mi-temps. Puis derrière ça s'est joué sur un field goal. C'est dommage pour les Bobcats, mais attention au Sunbelt. Je pense que c'est un petit peu eux les je suis d'accord avec toi, sachant qu'en plus, là, les number one. Très bien préparé le match. Il limite Arizona State à peine plus de 2 yards à la course, alors que c'est quand même très clairement le point fort des Sun Devils. Donc voilà, je trouve qu'il y a pas mal de qualité dans cette équipe-là, et malheureusement, ça tourne pas en leur faveur. Mais vu le reste de leur calendrier, ça serait quand même, oui. On va dire c'est pas un gros, bizarre, ça mais va être un gros poisson dans la Sunbelt Texas State. Ouais, très clairement. Très Ça va clairement, être intéressant aussi. Puis le programme, je m'en foutais avant de ce programme, mais en fait, depuis l'année dernière, en fait, parce qu'ils avaient fait une grosse victoire, je sais plus chez qui, Texas Tech, je crois, ils avaient gagné l'année dernière. Et depuis, c'est un programme qui vaut le coup d'œil. Plus leurs uniformes sont pas mal maintenant, je trouve. Ouais, ils ont un super head coach, un Kiji Kine, qui étoile montante du coaching. C'était une victoire à Baylor. C'était une victoire à Baylor. À Baylor, tout à fait, c'était à Baylor, c'est ça. Et voilà, ça va être je pense un head coach hyper demandé, peut-être déjà à l'intersaison prochaine. Oui, il a déjà des coups de fil. je pense. C'est d'ailleurs le match qu'il gagne contre UTSA, c'est assez marrant. Il a battu son ancien head coach au lycée. Ah ouais. Ouais, c'était son coach quand il était au lycée, donc c'était assez marrant pour la petite anecdote. Jeff Traylor était donc le coach de Kiji Kine il y a quelques années, parce que là, Jeff Traylor a été pendant très longtemps head coach sur les high school texan. Voilà, ce qui a un sacré avantage quand il s'agit de recruter, bien évidemment. Ah là, la pipeline fonctionne à plein régime après derrière. Ah bah là, ça c'est clair. D'autres matchs dont tu veux parler en Sunbelt? South Alabama, bien sûr. South Alabama, bon, ils jouaient contre Northwestern State, une équipe de FCS qui était en 0-2, mais 87 points à 10. 87, c'est le record de points depuis 91. Donc c'est à souligner quand même pour South Alabama. Ça vaut ce que ça vaut contre un adversaire de FCS, mais tout le monde ne marque pas 87 points dans un match. Et puis Arkansas qui a perdu avec les honneurs face à Michigan à la Big House, défaite de 10 points, seulement 28-18. Ils n'ont pas été mauvais, comment c'est leur nom? C'est les Red Wolves. Les Red Wolves d'Arkansas State qui n'ont pas été mauvais et qui ont fait un beau quatrième quart-temps qui aurait pu leur faire espérer un retour, mais bon, Michigan a été très fort notamment à la course. Mais belle performance quand même chez une équipe classée, puis à Michigan c'est jamais facile. Quand on est une équipe du Group of Five encore plus. Et puis dernier résultat dont j'ai envie de parler, c'est la victoire de Georgia State face à Vanderbilt. Eh oui, Vanderbilt avait fait un bon début de saison en 2-0, mais Vanderbilt ne pouvait pas s'empêcher de rappeler que ça restait quand même Vanderbilt avec une défaite 36-32 à Georgia State. Et là, pareil, ESPN n'a pas balancé les highlights d'ailleurs. Non, ils n'ont pas encore balancé. Vanderbilt a été malmené durant tout le match. Ils ont réussi à revenir et à mener en fin de match. Ils avaient marqué 22 points dans le dernier quart-temps. Et puis à 15 secondes de la fin, Christian Vélieux, le franco-ontarien, ancien joueur de Penn State et de Pittsburgh, a marqué le touchdown, a fait la passe pour le touchdown de la victoire à 15 secondes de la fin. Donc belle victoire des Panthers face à une équipe de la ICC. On attend le replay ESPN. Et je suis assez surpris de Vanderbilt qui était quand même qui avait tapé Virginia Tech en week 1 et qui perd après. Enfin bref, c'est assez. Voilà,
à quel point le college football est imprévisible et on le voit semaine après semaine. J'ai une petite question pour toi. Diego Pavia, ancien quarterback de New Mexico State, ancien gros joueur du Group of Five, qui est très attachant, même s'il est très con. Tout à fait. Et donc j'ai une petite question, on a parlé d'Arkansas State juste avant, on a parlé d'Arkansas aussi. Est-ce que tu sais le nombre de fois que Arkansas State et Arkansas se sont affrontés en college football? Ils se sont affrontés 2 fois, je crois, non? Eh ben non, 0 fois. 0? Ah, il n'y a même pas un petit match? Ils se sont pas encore affrontés et je crois qu'il y a des matchs qui sont prévus pour bientôt. Heureusement, mais voilà, je crois que Arkansas refuse un peu de. En fait, ils n'ont aucun intérêt à jouer. Je crois que dans l'argumentaire, c'est ils n'ont aucun intérêt à jouer contre eux parce que s'ils gagnent, tout le monde s'en fout parce que c'est normal de taper Arkansas State. Et s'ils perdent, c'est la honte totale parce que Arkansas State est quand même un petit programme. Ouais, voilà. Parce que pour l'anecdote, j'avais joué Arkansas sur College Football Revamp parce que j'ai un PC, je peux pas jouer au 25 encore. Et j'avais programmé de temps en temps, je programmais Arkansas State, mais j'étais persuadé qu'ils étaient déjà joués au moins 1 ou 2 fois, donc c'est assez vrai, ils sont jamais joués. Après, d'autres résultats, Troy qui a perdu contre Iowa. Les Troyans, qui étaient une belle et équipe. Pareil, ils ont tenu quand même. Ils tenaient. Ouais. Et ils ont un deuxième mi-temps, malheureusement, un peu plus difficile. Mais, c'était une des belles équipes de Sunbelt ces dernières années, mais là, c'est compliqué leur début de saison. C'est vrai. Voilà. Puis après, les autres résultats, sont pas forcément. Il n'y a pas non plus de grosses surprises. On va dire que ceux qui devaient gagner ont gagné, ceux qui devaient perdre. Virginia Tech. Appalachian State qui s'en sort contre East Carolina. Pareil, c'est compliqué le début de saison pour Appalachian State par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes, à voir comment ça se goupille. Mais déjà l'année dernière, c'était compliqué déjà. Je me rappelle, ils avaient eu le College Game Day, c'était il y a 2 ans. De 2 ans, c'est ça. 2 ans, ils gagnent face à la conférence USA. Ils avaient gagné, ouais. Ils avaient gagné sur sur la dernière seconde. Je sais plus ce que c'était, un passe à Mary ou un truc comme ça, j'arrive plus à me souvenir. Mais c'était assez dingue. Conférence USA, donc, Maxence, on va parler alors c'est peut-être la moins bonne des conférences. La FBS 1.5 ou la FCS 1.5, c'est comme vous voulez. C'est pas la plus grosse conférence. En plus, c'est pas les plus gros programmes, c'est pas les plus gros stades. Il y a des stades genre Sam Houston ou Kennesaw State, c'est vraiment des petits stades. Mais bon, c'est une conférence qui vaut quand même le coup d'œil pour certains programmes. Même si le programme dominant n'est pas un programme très respectable, on va en reparler. Mais tu voulais qu'on parle de Liberty, hein, c'est ça, c'est les Flames de Liberty qui sont une belle équipe de football. Faut quand même dire ce qui est. Ils sont une belle équipe de football avec des bons joueurs qui sont très intéressants. Leur quarterback Salter est un des joueurs les plus sympas à suivre en college football. Et puis Billy Lucas aussi, le running back, avec Quayton Cooley aussi, ils ont un beau jeu à la course, cette équipe des Flames. Après, bon, l'université, voilà quoi. No comment. Bon, ils ont gagné contre UTEP 28-10. C'est globalement le tarif que Liberty devrait infliger à tous ses adversaires de la conférence USA cette saison. Ils sont 2 crans au-dessus de chaque programme de la conférence USA. Et un match qu'il ne fallait pas manquer, par contre, c'est Louisiana Tech qui a fait un beau match à Raleigh face à NC State, face au Wolfpack. Défaite 30-20, mais ils n'ont pas démérité. Et surtout, ils menaient 17-6 à la mi-temps. C'est vrai que NC State, on pensait... alors, Tennessee les a défoncés en semaine 2. On s'est dit quel est vraiment le niveau de NC State. Alors, c'est vrai que moi, je pensais qu'ils allaient se remettre un peu les idées au clair et mettre une fessée à Louisiana Tech. Et ça n'a pas du tout été le cas. Ça passe vraiment pas loin. En plus, ils perdent leur QB titulaire. Enfin, c'est un peu compliqué. Dommage pour Louisiana Tech quand même, parce qu'il y avait peut-être moyen de repartir avec la victoire. Ouais, il y avait moyen, mais ils encaissent ils encaissent les 10 points d'écart, ils les encaissent sur le 4e quart-temps. Mais ça arrive souvent dans ces équipes-là, tu sais, quand tu es en position de réussir un upset et puis le 4e quart-temps, tu foires un peu. C'est dommage pour eux parce que ça aurait été une belle victoire à l'extérieur. Raleigh, en plus, c'est pas un endroit toujours facile d'aller gagner là-bas. C'est quand même un beau public. Et pour Louisiana Tech, qui n'est pas un gros programme, ça aurait été une belle victoire. Malheureusement, c'est une défaite 30-20. Et puis après, au niveau des autres résultats, il n'y a pas vraiment d'autres résultats importants à notifier, honnêtement. Western Kentucky.
qui a battu Western Middle Kentucky, Tennessee. C'était un duel de conférence USA, victoire 49-21. match de rivalité, Match de rivalité. Et il y a, c'est quoi, c'est Sam Houston qui a tapé Hawaii là-bas aussi. Qui recevait Hawaï et qui a battu pardon. Hawaï 31-13. Et sinon, Hawaï, dommage, parce que je m'attendais à une victoire contre Sam Houston, et finalement c'est une défaite assez lourde face à une équipe de Sam Houston qui est en 2-1. Ouais, mine de rien. Pour leur deuxième saison en FBS, c'est pas si mal que ça. Après leur première saison qui avait été catastrophique. Sinon, je regarde Kennesaw State qui a perdu contre Central State de façon un peu, presque normale. Jacksonville State qui perd contre Eastern Michigan en prolongation. Mais c'est vrai que cette conférence USA, elle est quand même un niveau en dessous des autres, très clairement. Oui, clairement. Et les programmes qu'il faut retenir, c'est Liberty, peut-être Western Kentucky aussi. Mais après le reste, ça va être plus compliqué. Et New Mexico State, qui avait réussi à atteindre la finale de conférence, démarre pas forcément bien sa saison. Ils ont perdu leur coach, ils ont perdu leur quarterback titulaire. Ça va être compliqué pour eux. On est d'accord. On a fait un tour un peu complet de. Ouais, alors, on va peut-être se mouiller un peu. Qui, selon toi, donc ira en playoff? On va dire un prono là maintenant en week 3 pour histoire de rigoler d'ici dizaine de semaines. Et sinon, un petit panorama des équipes qui sont bien parties, quoi. On va dire ça comme ça. Ouais, parce que comme j'avais dit en début d'émission, Memphis. Je pense que Memphis va y aller. Memphis va gagner la conférence, l'American Atlantic Conference. Et ils ont gagné le match qu'ils étaient censés perdre. S'ils gagnent tous les autres matchs qu'ils sont censés gagner, puisqu'ils sont globalement censés gagner tous les matchs, peut-être le match à Tulane, mais peut-être qu'ils vont perdre à Tulane et la semaine d'après, ils retrouveront Tulane en finale de conférence et ils les battront. Donc ouais, Memphis pour moi ira en playoff. Et si c'est pas Memphis, Boise State. Pour moi, c'est les deux frontrunners. Je suis d'accord avec toi. Là, je mettrai aussi une pièce 7 sur UNLV. Alors, je pense qu'ils sont un niveau en dessous, mais si UNLV finit invaincu, il y aura des victoires à Houston, à Kansas et contre Syracuse, et ce sera quand même compliqué de les laisser de côté. Et contre Boise State, puisqu'ils les croisent. Et contre Boise State, tout à fait. Les matchs un peu intéressants peut-être à suivre la semaine qui arrive, le week-end qui arrive. Northern Illinois était en bye week après sa victoire contre Notre-Dame. À 21h30 samedi, ils recevront Buffalo. Attention, des fois il faut savoir redescendre de son nuage pour affronter les adversaires classiques, on va dire. Donc attention à ce match-là dans Illinois. Ça va être intéressant de voir s'ils ont digéré leur victoire contre Notre-Dame. Ils recevront donc Buffalo. Memphis, un peu la même chose, qui va se déplacer à Navy samedi à 21h30. C'est pas un déplacement facile. Moi, je me rappelle Central Florida, on s'est déjà fait surprendre quelques fois à Navy. C'est chiant ce genre d'équipe. Il faut vite être devant, parce que si tu rentres dans leur jeu, si tu commences à faire tourner le chrono, après t'es un peu dans la merde quand même. C'est ça. Boise State était en bye week. On les retrouvera à 3h45 pour les gens qui veulent vraiment rester tard le soir. Ce sera contre Portland State. UNLV aura une semaine de repos. Ce sera une bye week. Et puis Toledo affrontera dimanche à 1h. Pour moi, c'est le gros match de Group of Five. Toledo face à Western Kentucky dimanche à 1h du mat. Qui est assez intéressant parce que Toledo, mine de rien, ils ont signé une grosse victoire, on n'en parle pas trop, mais leur nom peut monter dans les dossiers. Tout à fait, parce qu'en plus, en fait aussi, ils vont se nourrir de la victoire de Northern Illinois Alors, ils se rencontrent Northern Illinois. Ouais. Ils s'affrontent. Donc ça, c'est positif pour les deux équipes. C'est-à-dire que tu mets à ton tableau de chasse potentiellement une équipe qui a battu une grosse équipe. Donc ça, c'est plutôt cool pour eux aussi, quoi. Je vais regarder s'ils s'affrontent. Normalement, il me semble que oui, parce que je crois qu'ils sont dans la même division. Si je dis pas de bêtises. Alors, tac. Ce qui est bien, c'est qu'on peut regarder le top 25. On aura Northern Illinois. Ouais, ils s'affronteront le 19 octobre. Match à Northern Illinois. 19 octobre, et ça sera un samedi, ça sera même pas un Maction du mardi. Non, un Maction, c'est plus à novembre. C'est Conférence USA qui joue maintenant le mardi, à partir du mois d'octobre, le mardi, mercredi soir, si je dis pas de bêtises, si c'est comme la saison dernière.
Voilà, et puis des petits déplacements de Group of Five peut-être dans les gros programmes. Marshall qui va aller jouer à Ohio State, ce sera le match de 18h sur la Fox. Kent State qui va faire sa victime expiatoire contre Penn State, ce sera à 21h30 samedi. Miami, Ohio, face à Notre-Dame, retour d'une équipe de la MAC à South Bend. Est-ce qu'ils vont réussir à faire de même? Bon, ça serait quand même vraiment. Je pense qu'ils peuvent virer. Marcus Freeman sur le champ si ça arrive. Ouais, et puis Bowling Green face à Texas A&M à 1h30 samedi. Voilà un peu les matchs Group of Five contre Top 25. Bon, concrètement, Bowling Green, il joue contre qui, t'as dit? Texas A&M. Ah, et Bowling Green a un peu fait chier. Qu'ils ont fait chier? Penn State, donc voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il c'était en semaine 2. Tout à fait. Après que Penn State ait battu West Virginia d'une belle façon, et en fait, c'était plus compliqué que prévu face à Bowling Green. Voilà. Et ben très bien, Maxence. Merci à toi en tout cas de ta présence. Merci à toi. J'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve probablement la semaine prochaine. Alors, ça sera peut-être pas moi avec Maxence, ça sera peut-être Gus, ça sera peut-être Elio, on verra. Ce sera tous les trois. Peut-être. Voilà, on verra en fonction de nos disponibilités. Voilà, ça fera. Vous, en tout cas, ça vous donne un autre rendez-vous hebdomadaire pour parler de college football, et je pense qu'il n'y a jamais trop de college football. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment cette année le Group of Five avec cette place en playoff mérite sa place dans les actus encore plus qu'avant. Donc ça va être cool à suivre, et la course chaque semaine va se clarifier et ça va être vraiment cool à suivre. Effectivement, et puis ils sont 70 programmes pour une place. Donc les places sont chères, quoi. C'est vrai. La place est chère. Ça, c'est vrai. Eh ben Maxence, merci. On se revoit la semaine prochaine, et puis à bientôt pour d'autres podcasts ou d'autres lives. Au pire, on se retrouve samedi pour le 1 to 6. Salut tout le monde. Salut tout le monde.